Alors bonjour et bienvenue à cette table ronde sur l'état de la littérature queer en 2021 dans le cadre de cette première édition du Salon du livre LGBTQ+ de Montréal. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un journaliste, je suis un écrivain et je suis très bien accompagné pour les 45 prochaines minutes de ces deux personnes qui sont à ma gauche. Alors Chloé Savoie-Bernard, éditrice à la maison d'édition L'Hexagone. Tu as dirigé le collectif Corps, tu es autrice de plusieurs recueils de nouvelles, plusieurs recueils de poésie, dont le très récent et très excellent Sainte-Chloé de l'amour. Tu es aussi stagiaire postdoctorale en recherche-création à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Coucou. Sandrine Bourget-Lapointe, libraire, co-gestionnaire et membre fondatrice de la librairie Le Guélion, qui est à quelques pas d'ici dans le village. C'est tout près du métro Baudry. En plus de tes activités dans les rayons, tu es formatrice et conseillère en écriture inclusive depuis 2014 et tu fais tes débuts comme réviseur linguistique également. Bonjour. Salut. Alors, je me permets une question purement naïve et toute simple pour commencer. Je vais vous lancer le petit défi de trouver un mot pour qualifier l'état de la littérature queer en 2021. Et on se concentre beaucoup sur la littérature queer québécoise. Donc, quel mot la décrit bien? Et ensuite, expliquez-moi pourquoi ce mot décrit bien notre littérature queer. C'est moi qui commence. Ouais. Je pense que le mot que j'utiliserais, ça serait foisonnant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une diversité des pratiques. Ça serait difficile à cadrer justement dans une esthétique en particulier. Ça va dans différentes directions. Puis, selon moi, c'est pour ça qu'elle est riche, là, justement, parce qu'elle est difficilement catégorisable. Puis, l'étiquette queer, justement, renvoie à cette pluralité d'étiquettes, d'esthétiques. Dirais-tu qu'elle était très restreinte avant? Ou comment tu décrirais comment elle était il y a 20 ans, il y a 30 ans? Est-ce que si aujourd'hui elle est foisonnante, est-ce qu'on était à l'extrême opposé auparavant? Bien, je pense que la littérature, peut-être pas, elle a peut-être pas toujours existé, le toujours est difficile à définir, mais Marie-Claire Blais, je veux dire, Les Nuits de l'Underground, ça commence à dater, ça existait, c'est juste qu'on mettait pas cette étiquette-là, cette catégorie-là sur ce type d'écriture-là. Maintenant, peut-être qu'on a plus de cases, de mots, de vocabulaire, mais ça existe depuis longtemps. Je veux dire, c'est cette histoire-là qui est intéressante à retracer, je crois. Puis Marie-Claire Blais, qui est décédée récemment, qui était l'une des premières personnes ouvertement queer à publier puis à présenter nos réalités au grand public. Sandrine, si je te lance cette belle question toute simple, le mot qui décrit bien nos histoires ou la place qu'on occupe, qu'est-ce que c'est? J'irais avec effervescent, mais c'est vraiment proche de toi. Mais je pensais à de l'eau pétillante, en fait. Puis je vois plein de petites bulles qui sont plus dispersées, disons, qu'avant, qui se ressemblent pas toujours, qui ont des rapidités différentes, qui ont des esthétiques différentes, mais qui font du milieu quelque chose de super dynamique. Ouais. Quand on entre à la librairie Le Guélion, qui est spécialisée en littérature queer et féministe, il faut le dire, il y a énormément de titres. Ça déborde de partout. Donc, vous avez du choix maintenant à présenter. Tout à fait, tout à fait. Puis ça me faisait penser, quand je lisais ta thématique, puis que tu nous proposais de penser à l'évolution de la littérature, ça me faisait penser à la littérature féministe en 2015. On se faisait souvent poser la question, pourquoi une librairie féministe maintenant? Bien, là, je me demanderais... Puis, tu sais, il y avait en 2015, il y a plein de livres qui sortaient dans des différentes maisons d'édition. Il y a plusieurs revues culturelles qui prenaient le féminisme comme thématique. Ouais. Mais il n'y avait pas de lieu pour les recevoir, pour les discuter. Fait que ça créait certaines dissensions, certains malaises. Tandis que maintenant... un peu comme les maisons d'édition pour la littérature queer, j'ai l'impression que ça a commencé dans des maisons d'édition spécialisées, puis là, ça commence on commence à avoir des titres queer, LGBT dans toutes les maisons d'édition. Si on regarde juste le magazine de l'ANEL, Oui. La thématique de l'année, c'était diversité de genre et orientation sexuelle. Tu sais, ça veut pas... C'est pas anodin de dire que toute l'édition au Québec, en ce moment, on le décrive sous le thème de ces thématiques-là. Fait que je pense que, justement, ce n'est plus
cantonné dans certaines maisons d'édition, mais je crois vraiment à l'expertise des personnes concernées. C'est autre chose publier un livre queer dans une maison queer que de publier un titre queer dans une maison d'édition qui est moins, qui est pas spécialisée là-dedans. Et moi, mais je t'entends, puis j'ai envie de dire, ça peut nous sembler évident que ce n'est pas la même chose. Mais Chloé, en tant qu'éditrice, et avec le point de vue que tu viens juste d'amener, comment on décrit la différence entre une compréhension réelle des réalités queer quand vient le temps d'accompagner une plume queer et quelqu'un qui n'a pas cette compréhension fine? Qu'est-ce que ça change? Ben moi, je pense que c'est l'explication. C'est de toujours, tu sais, on dirait, puis je fais un parallèle, là, comme c'est comme en tant que personne racisée, des fois, il faut plus expliquer certains. Puis on devient dans un truc d'éducation, puis ça devient tellement épuisant. Puis c'est la même chose, en fait, pour les diversités de genre ou comme pour des personnes avec des expériences queer. Si c'est pas une personne qui est au courant ou qui s'intéresse pas, ou, tu sais, des fois, il y a des personnes plus curieuses que d'autres aussi, là, on les remercie d'exister. Mais si c'est justement pas quelqu'un qui, tu sais, elle va toujours... être pas dans une agressivité, mais dans une remise en question, finalement, parfois. Puis ça, toujours être l'avocat du diable. Exactement. Ah, mais les personnes ne vont peut-être pas comprendre. Ou, tu sais, j'ai entendu une de mes amies, que je ne vais pas nommer, en fait, elle se décrit comme une personne non-binaire. Puis là, son éditrice, puis c'est nouveau, puis son éditrice, c'était comme, mais ça va mélanger les gens, là. Tu sais, ça va être compliqué. Puis là, c'est tellement violent à recevoir, tu sais. Fait que d'être dans cette posture-là, d'être comme, mais c'est comme ça, les gens, ils vont s'adapter. Puis, tu sais, et pourtant, il y a quelques années, MP Boisvert a publié Au cinquième, qui est écrit avec une écriture inclusive. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues au bout du roman pour réaliser, parce que là, c'est spécifié à la fin, by the way, c'était écrit de façon inclusive. Ça nous bouleverse pas tant que ça. C'est pas une adaptation qui est si exigeante. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que c'est toujours aussi la curiosité dont tu parlais. C'est des fois, il y a la possibilité de tomber aussi dans le voyeurisme. Puis dans le cas du roman de M.P. Boisvert, on était dans quelque chose de... un portrait d'une certaine communauté, d'un certain groupuscule, dans le fond, polyamoureux et queer dans le cas du roman. Mais on n'est pas dans une posture, puis je pense que son éditeur, son éditrice n'était pas dans une posture de voyeurisme. Puis je pense que c'était... Puis c'est un des premiers romans justement au Québec qui a utilisé le « il au pluriel de manière inclusive de tous les genres, un peu comme le « yel » est accepté maintenant. Donc, ils ont accepté de semer des pistes comme ça, tu sais. Et parlons des fameux enjeux qui font partie de la littérature queer. Pendant très longtemps, il était question surtout de coming out, d'amour souvent impossible entre personnes de même sexe et des réactions souvent difficiles et négatives de l'entourage à qui on en parlait. Ça se résumait à ça. Et là, je tiens à dire que toutes ces histoires-là sont valables. Puis même aujourd'hui, il y a encore des points de vue différents qu'on peut avoir sur ces thèmes-là. Mais, question $1 million, quels sont les nouveaux enjeux qui sont dans le parapluie queer aujourd'hui? Bien, c'est intéressant parce que quand Triptyque a été racheté puis ils ont fondé la nouvelle collection dont fait partie ce livre exactement de Nicolas Dawson. Donc c'est une collection queer. Les éditions se sont mis sous cette étiquette-là, sous ce chapeau, ce parapluie-là dont tu parlais. Mais c'était aussi esthétique. C'était pas seulement thématique. C'est-à-dire évidemment les thématiques queer, tu viens d'en nommer, puis on peut penser à qu'est-ce que le livre signifie, mais je pense que la forme est très importante. C'est-à-dire que les écritures queer, c'est des écritures que je pense aussi formellement hybrides, mélangées, avec une syntaxe qui achoppe, justement. Parce que pour moi, le queer, c'est ce qui va à l'encontre des normes, c'est ce qui mélange, ce qui confronte, ce qui se catégorise pas. Donc, formellement, il y a des choses qui se passent aussi, puis j'aime bien. Puis pour moi, la forme, c'est très importante comme écrivaine, puis comme éditrice, comme tu le disais. Donc, j'aimerais qu'on pense à ça aussi plus vastement, puis qu'on arrête de résumer les écritures queer aux thématiques, puis qu'on voit comment esthétiquement, comment formellement le texte se déploie, c'est super important, tu sais. Puis des fois, moi, en entrevue dans le Fugue avec des plumes queer qui vont justement faire le lien entre la forme et le fond en faisant éclater les codes, il y a des éléments des fois que j'avais pas perçus en intellectualisant l'œuvre lors de ma première lecture, mais quand on m'en parle, on dirait que mon cerveau fait comme pouf.
Oui, parce que c'est ce On qui va plus échappe loin. aux institutions, finalement. Puis même pour les prix littéraires, c'est une question qui se pose beaucoup de ces temps-ci. Ouais. Comme, mettons, Rien du tout là, de Olivia. Puis là, je mélange... J'ai bien dit le titre du temps, moins que rien. Je sais pas pourquoi, mais Rien du tout de Olivia, qui était là, justement, hier, dans une des tables rondes. C'est un livre. Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un roman? Est-ce qu'on sait pas trop c'est quoi? Puis pour moi, c'est ça qui fait aussi que c'est un livre queer, pas seulement à cause des enjeux liés à la sexualité ou aux... Oh non! OK. T'es encore Le son a sauté, mais aux enjeux de genre. Donc, voilà. C'est important pour moi. Je vais avoir l'air de m'auto-plugger, mais j'ai publié cette année « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche » et il y a des personnes qui me disent « Ah, ton roman », d'autres qui me parlent d'un recueil de poésie, Ouais, d'autres d'un exactement. récit. Puis on dirait que tu me fais réaliser a posteriori que j'ai un peu fait éclater les codes formels, alors que c'était pas si réfléchi, c'est que c'est ça qui est monté en moi. Puis dans les thématiques, il y a quelque chose de queer. Donc, d'aller jouer dans ces deux horizons-là en même temps, pour moi, c'est encore plus intéressant. Et est-ce que tu vois de plus en plus de formes hybrides sur les tablettes, entre autres, de Legulion? Tout à fait, tout à fait. Puis ça cause des questions de classification dans la librairie aussi. C'est des questions qui évoluent avec la littérature. Puis on a la particularité, nous autres, d'avoir du franco puis de l'anglo. Mm-hmm. Ça aussi, tu sais, la perception des genres littéraire est différente. Tu sais, par exemple, le mémoire en anglais, on le classe plutôt en fiction en francophone, mais en anglo, on le classe dans la non-fiction, l'autobiographie et tout ça. Donc, c'est des questions qui se posent, mais je pensais aussi, depuis le début, tu utilises queer pour parler de la littérature. Ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué. Ouais. Là, on est au salon du livre LGBT. C'est, tu sais, d'utiliser un terme parapluie plutôt qu'un acronyme d'accumulation, ça parle aussi. Ça parle de, justement, on veut faire cohabiter les différentes expériences, puis avoir une espèce de perspective transcendante, pas transcendante, mais transversale, merci, de politique et anti-oppressive. Puis je trouve ça intéressant quand tu parlais de la présence de livres en anglais et en français parce que l'écriture inclusive me semble beaucoup plus loin en anglais, c'est beaucoup plus naturel, il y a plus de vocabulaire. Fait que ça aussi, on peut le sentir en feuilletant différentes œuvres chez vous. Tout à fait, tout à fait. C'est pas la question du genrement est une question qui se pose beaucoup moins en anglais puisque l'anglais est une langue beaucoup moins genrée. On n'a pas besoin de parler d'une chaise, un bureau et tout ça. Puis on a la possibilité du neutre, tandis qu'en français on l'a pas. Mm-hmm. Puis je pense que justement j'avais dans les mains le Valérie Bas dans la collection. Les Enragés. Oui. Dans le titre, on est dans l'inclusivité. Oui, on est allé utiliser la nouvelle typographie de Tristan Bartoli, celui qui a inventé une typographie inclusive. Donc, même dans la façon dont on écrit les mots, on a de la possibilité. Puis c'est pour ça que l'expertise des personnes concernées, tu sais, c'est pas... Moi, je l'ai pas senti du tout comme du voyeurisme. Je l'ai vraiment perçu comme une possibilité. On sait que ça existe, on va aller la chercher. Puis le récit parle de personnes aux genres divers, donc ça fit. Les enragés, ils sont de tous les genres. Ouais. Donc, Et quand on parle de littérature queer, littérature LGBTQ+, il y a la question des thématiques, des enjeux. Il y a les personnages principaux d'une histoire. Il y a aussi l'éclatement formel. Mais j'ai envie de vous demander si l'artiste s'identifie dans la communauté, mais écrit une histoire dont les enjeux ne sont pas queer et peut-être ne fait pas éclater la forme, est-ce qu'on peut le considérer son œuvre comme étant une œuvre queer? Ben, c'est intéressant parce que moi, mettons, c'est pas tous mes livres, je pense, qui pourraient rentrer dans la catégorie queer, mais pourtant, moi, je suis moi, puis je veux dire, ma vie, elle est comme elle est, puis ma sexualité aussi, mais en même temps, je trouve que c'est ça, c'est une question piégée, puis moi, je me la pose face à moi-même, puis mais est-ce que je peux faire un petit détour parce que j'avais envie de continuer de parler de Valérie? Ben oui.
Oui, mais comme on parlait des thématiques, puis comme tu parlais des thématiques, je sais pas, le coming out, des thématiques peut-être un peu plus canoniques. Puis qu'est-ce que j'ai adoré, mais premièrement, c'est un livre magnifique que tout le monde devrait lire, ce recueil de nouvelles, mais aussi les genres des personnages, c'est pas l'enjeu de ce livre-là. Là. Les personnages ont les genres qu'ils ont, qu'elles ont. Puis, on parle d'intimité, on parle de parentalité, on parle d'immigration, on parle de jalousie. Tu sais, je veux dire, c'est juste comme ça. On n'a pas besoin d'expliquer. Puis ça, genre, j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait tellement du bien, tu sais. Oui, parce que Valérie me disait en entrevue qu'elle n'a pas le réflexe d'aller dans le militantisme frontal. Il y a un côté plus en subtilité dans sa façon d'aborder des thèmes. Fait que c'est un peu quelque chose que tu as senti, toi aussi. Oui, c'est ça. C'est aussi juste de présenter, de ne pas dire, ah, cette personne est trans, nous allons parler de pourquoi elle est trans. Non, cette personne-là est juste trans, puis le matin, elle met du beurre de pinot sur ses toasts, puis elle aime se regarder par la fenêtre. Puis, tu sais, ça... Et cette personne a plein d'autres enjeux Exactement. que sa transidentité. Oui, tout à fait. Puis, par rapport à cette notion de, par exemple, en librairie, si moi, qui s'identifie très ouvertement depuis des années, on sait que je suis gay, puis j'écris là-dedans dans le Fugue, puis j'ai des romans avec des personnages centraux qui sont homosexuels, si un jour je publie une œuvre qui n'a rien d'homosexuel ou de queer dans les enjeux, est-ce que vous allez l'avoir en tablette? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? Tout à fait, on se les pose. On veut pas non plus outer des gens, tu sais. Ça, c'est un enjeu aussi. Puis en librairie, nous, vu qu'on a on a beaucoup trop de titres pour faire une section à part littérature LGBT, mettons, on va mettre les essais qui traitent directement des enjeux d'orientation sexuelle, d'identité de genre ensemble. Mais pour la fiction, on les fait... cohabiter dans un grand mur de fiction. Parfois, tu sais, ça dépend. Tu sais, quand un lecteur, une lectrice arrive puis nous pose la question, j'aimerais un roman lesbien ou un roman gay, qui, tu sais, souvent s'attend à ce que certaines thématiques que ce soit le coming out ou juste le couple ou le dating ou des trucs comme ça se retrouvent dans le titre. Fait que, par exemple, si tu publiais un roman ou de la poésie qui traitait pas de ces enjeux-là, il n'y aurait pas on le tiendrait en librairie, mais peut-être que on le recommanderait à d'autres moments. Ouais. On irait plus par... on va faire des recommandations souvent thématiques, mais souvent, c'est l'identité de l'auteur, de l'autrice, on essaie de s'en tenir à comment il est présenté dans sa biographie. Il est présenté dans sa biographie derrière le livre pour pas faire le coming out de certaines personnes à leur place. T'sais. Mais c'est foisonnant, les titres que vous avez à l'Hugelion, mais vous devez quand même faire des choix. Donc, si moi, je suis identifié comme auteur homosexuel, j'écrivais de la poésie sur ma région natale, l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que vous seriez peut-être plus... vous porteriez plus attention à mon œuvre, peut-être parce que je fais partie de la communauté? C'est ça qui pourrait faire en sorte que je sois chez vous? Tout à fait. OK. Oui, mais je trouve ça intéressant comme question. Puis je pense à Jean-Philippe Barry-Guérard, que je ne suis pas en train de outer, là, qui est comme que tout le monde sait qui est gay. Tout le monde. Tout le monde. Mais dans ses textes, c'est pas nécessairement un enjeu, mais en même temps, le fait qu'il existe dans le monde, dans la vie littéraire, a une importance aussi. Tu sais, je pense qu'il faut distinguer aussi ces choses-là, ce qui se passe dans le texte, puis qu'est-ce qui se passe dans la vie littéraire, parce que peut-être que, je sais pas, moi, des petits-enfants qui le voient au Salon du Livre se disent « Ah, cette personne-là existe, je peux m'identifier à elle, à son parcours de vie. » Puis aussi, je suis pas obligée parce que ça aussi, là, on devrait avoir la liberté d'écrire sur ce dont on a envie. Là, c'est pas parce que je suis une personne racisée que je veux juste écrire sur des enjeux de personnes racisées. C'est pas parce que je suis queer. C'est ça aussi, il faut pas faire ce lien-là. Puis que des personnes comme, mettons, Jean-Philippe existent, je pense que ça ouvre les champs des possibles. Puis c'est important aussi, finalement. Puis de montrer que, si on prend encore cet exemple, il a des best-sellers, il y a des adaptations au théâtre, adaptations, je crois, au cinéma pour l'une de ses œuvres. Donc, ça démontre une personne de la communauté qui a du succès, même si elle n'écrit pas directement sur des enjeux liés à la communauté. Fait que ça aussi, c'est un geste fort en soi. Oui, mais on pourrait aussi espérer qu'un jour, il écrive un grand roman gay. Là, on a le droit de l'espérer quand même. Oui. Et j'ai envie de surfer là-dessus, de faire du pouce là-dessus, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une entrevue avec le dramaturge
Michel-Marc Bouchard. Et il m'expliquait que pendant très longtemps, il refusait que ses œuvres soient dans les anthologies LGBTQ+, parce qu'il avait l'impression que d'être catégorisé comme ça restreignait le sens de ce qu'il écrivait et la portée de ce qu'il écrivait. Donc, est-ce que, selon vous, il y a un danger à ghettoiser la littérature queer? Moi, je pense que c'est de l'homophobie internalisée quand même. Ouais, je pense qu'il faut accepter. Non, j'ai l'impression que. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais de pas accepter ou d'avoir cette crainte-là, c'est de dire aux gens de lancer le signal que c'est mal d'être entre nous, tu sais. Comme, je sais pas, moi, je suis assez réticente, en fait, face à ce type de positionnement-là, mais je pense que c'est peut-être aussi un type de positionnement qui est peut-être un peu moins en vogue aujourd'hui, là, tu sais. Oui, peut-être que c'était propre à il y a quelques années. Je sais qu'il fait une grande distinction entre ce qu'il est comme personne et ses œuvres, parce qu'il a été très, très présent dans les médias pour mettre en contexte des réalités queer, pour se positionner, pour soutenir des causes, donner du temps, etc., alors qu'il ne voulait pas que ses pièces soient uniquement catégorisées queer. Je sais pas, mais c'est une question. Je sais pas, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu en penses, parce que c'est une question piégée, parce que tout le monde a bien le droit de vouloir s'auto-identifier. Tu sais, fait que j'ai de la misère à répondre clairement à cette question-là, parce que je la trouve difficile, mais intéressante. Je pense que c'est une question de aussi public cible. La façon dont va être présenté un livre qui s'adresse clairement à la communauté. On va utiliser certains slangs, certains termes, tandis que si on veut s'adresser à un plus grand public, il y a la possibilité qu'il y ait plus de documents informatifs ou qui vient. Si on reprend l'idée du classement de tantôt, on a quand même une petite section littérature LGBT, un petit cube de rien, où on met certaines maisons d'édition ou certains ouvrages collectifs de fiction qui est clairement pour et par la communauté. Par exemple, des nouvelles érotiques gays. Ben là, on va le mettre là-dedans parce que c'est vraiment présenté pour et par. Est-ce que tu as un exemple qu'on pourrait nommer? Je sais que, je pense chez l'Étoile de mer, entre autres, en faisait beaucoup avant des recueils, mais je suis sûre que Denis Martin en aurait plus que moi. Quand tu parlais de slang qui sont utilisés, qui sont souvent très connus dans les références de la communauté, est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête? Ne serait-ce que, on essaie que les mots soient de plus en plus utilisés, mais je pense à des catégories identitaires qui sont plus de l'ordre du dating. Mettons, par exemple, d'utiliser plutôt FXF, plutôt que dire lesbienne, d'avoir des termes comme ça, ou mégenré, ou des trucs comme ça, de ne pas ajouter de notes de bas de page ou des trucs comme ça. Puis quand il y en a trop, ça gosse. Quand il n'y en a pas assez, ça rend le texte un peu moins accessible. Puis c'est une question qu'on se pose aussi avec la littérature autochtone ou la littérature qui incorpore d'autres langues que le français dans leurs textes. Est-ce que c'est à l'auteur ou à la maison d'édition de donner toutes les pistes? Ou, puis ça, en France, ils ont vraiment tendance à mettre énormément de notes de bas de page, même dans la fiction. Puis au Québec, on a tendance à, selon ce que j'observe, à laisser la personne lectrice aller faire ses propres recherches, aller trouver les traductions, aller... Dès qu'elle sent qu'il y a un élément qui lui échappe, que cette personne pourra aller chercher l'information, ouais. Est-ce que quand tu t'adonnes à la lecture, pas pour ton travail, mais pour toi, est-ce que tu as l'impression qu'une œuvre venue de France prend trop les gens par la main? Oui. Moi, c'est sûr que... Puis, on s'entend que je lis toujours pour le travail. Ah bon, oui. Les libraires ne sont pas payés pour lire, donc on lit toujours pour le travail. Ouais. Donc,
Ça, c'était ma pause politique. Mais sinon... C'était ma façon d'aller chercher ton avis personnel en disant ça. Oui, tout à fait. Mais oui, je pense que... Puis c'est de considérer que la norme est aussi... où le public cible est toujours blanc, hétérosexuel, francophone, de milieu bourgeois. T'sais? Fait que c'est juste comme... à mon sens, c'est... T'sais, tout ce qui est différent doit être expliqué. Fait que, ça crée une espèce de sentiment d'étrangeté. C'est ça rappelle à tout le monde qui est en position de lecture que elle fait partie de la marge constamment avec toutes ces notes en bas de page. C'est ça. Puis en même temps, de les expliquer, ça fait qu'ils vont rentrer plus dans l'usage. Fait que, j'ai quand même un avis qui est pas arrêté sur la question. Mais trop, ça m'agresse. Ouais. Et Chloé, quand tu es en posture d'édition, est-ce que tu as une réflexion sur l'équilibre à garder sur les notes en bas de page et les précisions? Moi, je suis en poésie, là, donc il n'y a pas beaucoup de notes de bas de page en général, mais quand j'édite pour autre chose, j'ai tendance à croire en l'intelligence des personnes qui lisent. Là. Je veux dire, si on pense que tout le monde est con, les gens vont devenir cons, tu sais. J'ai entendu que, je sais pas, il faut traiter les gens intelligemment, puis Google est très accessible, c'est facile, là, comme c'est sur ton téléphone, c'est sur ton ordinateur, donc j'ai tendance, c'est ça, peut-être c'est ma posture québécoise aussi, finalement, selon ce que tu indiques, mais non, je crois en l'intelligence des gens, puis, tu sais, show don't tell, comme, il faut montrer les choses telles qu'elles sont, puis moi, j'ai beaucoup de misère avec la posture d'éducation constante. Là. Je suis fatiguée. Là. J'ai pas le goût d'éduquer constamment les gens. J'ai l'impression que les gens doivent faire ça un peu tout seuls. Puis, tu sais, je veux dire... Comment tu te positionnes face à une plume qui a encore envie d'éduquer, alors que en tant qu'éditrice, tu viens de dire que tu as une certaine fatigue, ou en tant que personne, tout simplement. Comment tu composes avec... un ou une artiste qui veut aller dans une direction plus éducative? Moi, je trouve ça noble, là, l'éducation. Là, évidemment, là, je veux dire, je suis pas contre la vertu, mais moi, personnellement, je suis très, très fatiguée. C'est drôle, j'ai comme une anecdote. Comme j'étais dans un il y a pas longtemps, je faisais un cabaret là, de lecture, puis à la fin, en plus, ça te concerne, elle était comme « Ah, t'étais à Accent Queer, hein, il y a pas longtemps? » J'étais comme « Ah oui, j'ai lu à Accent Queer. » Puis elle était comme « Mais pourquoi? » J'étais comme « Ah, mais parce que je suis queer. » Mais elle était comme « Ah, t'as vraiment pas l'air. » Fait que je comprenais pas. Puis là, j'étais comme « Ah, j'ai pas le genre, je suis fatiguée. Là, j'ai pas le temps. » T'avais pas envie d'avoir cette conversation. Non, avec une étrangère. Puis j'étais comme, tu sais, ça s'explique tout seul. Genre, pourquoi je suis là? Parce que j'ai à être là, c'est tout. Tu sais, il y a pas tant à décrire puis à définir, tu sais. Puis peut-être que si j'avais été un peu moins fatiguée, j'aurais fait, OK, je vais t'expliquer qu'on peut avoir l'air de ce que j'ai l'air, puis avoir tel type de sexualité ou tel type de posture. Mais là, j'étais comme, je le prends plus comme une microagression que comme une potentialité d'éducation, tu sais. Mais en même temps, si quelqu'un a plus d'énergie que moi puis a envie de le faire, go for it, là, c'est bien correct, là. C'est très personnel, finalement. Là. Il y a quelques minutes, je vous ai partagé une réponse de Michel-Marc Bouchard. J'ai envie de vous partager une observation personnelle. À la Grande Bibliothèque, donc tout près d'ici, j'ai réalisé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, que mes 2 premiers romans, À cause des garçons, parce que tout me ramène à toi, étaient uniquement dans la section LGBTQ+. Et quand on est dans les moteurs de recherche, les seuls mots-clés qui existent, c'est en lien avec les éléments LGBTQ+. Alors que ces histoires-là ne se limitent pas à l'élément homosexuel, même si le personnage est gay, le personnage principal, l'auteur l'est aussi. Puis, je trouvais ça frustrant parce que moi, je me dis, je suis super à l'aise que mes œuvres soient dans la tablette LGBTQ+, mais j'aimerais que ces romans-là soient aussi en littérature québécoise, en littérature jeunesse, tout dépendant du lectorat à qui je m'adresse. Moi, je me dis, je veux que ce soit clair dans les moteurs de recherche qu'il est question de ça et ça, mais il y a aussi ça, ça ou ça comme thème. Vous pensez quoi? Parce que Le Guélion a une posture différente, parce qu'on sait qu'il y a je ne vais pas dire un parti pris, mais un intérêt manifeste pour la littérature féministe et queer. Mais quand on est dans une librairie généraliste ou dans une bibliothèque, vous pensez quoi de la section LGBTQ+?
Ben moi, je pense que les choses peuvent être fluides. Là. Si c'est sur cette étagère-là pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, parfait, genre. Mais peut-être que dans un mois, on peut les replacer ailleurs. Puis, je veux dire, les étiquettes sont à la fois utiles et restrictives. Là. Une chose peut être une autre chose et être vraie en même temps. Donc, moi, je pense que c'est aussi, ça appelle à l'agentivité des bibliothécaires. C'est-à-dire de déplacer les choses, de faire voir autrement les choses. Mais, tu sais, c'est ça. Si les choses peuvent être fluides, changer d'étagère, pourquoi pas, tu sais. Mais c'est vrai, je comprends ta blessure ou ton pincement au cœur de dire, ah, tu sais, bien entendu, je suis fière que mes livres appartiennent à ces catégories-là, mais ça les restreint aussi, tu sais. Puis je pense que c'est ça, comme quand ça devient trop identitaire, ben ça restreint les portées esthétiques, les portées politiques qui sont vraiment diverses puis qui sont aussi importantes, tu sais. Parce qu'au final, je me dis, les personnes hétérosexuelles et cisgenres peuvent aussi non seulement être diverties, émues, mais s'identifier. Oui, trouver. Oui, c'est pas parce exactement. Là, on peut s'identifier à des personnages qui sont différents de nous. Ça paraît très bête, mais je pense que les gens l'oublient constamment. Là. C'est-à-dire, si je vois une autrice vietnamienne, je vais pas la lire parce que non, ça n'a pas rapport. Là, comme il y a des sensations qui appartiennent à l'humain, puis que tout le monde peut partager. Là. Oui, les émotions qu'on a en commun peuvent être plus fortes que tout. Mais oui. Sandrine, la fameuse question de la tablette LGBTQ+, chez les généralistes, librairies ou bibliothèques, t'en penses quoi? Je pense que c'est utile au moment de la recherche. C'est utile pour les personnes, justement, qui... justement, les bibliothécaires, nous autres, on fait souvent affaire avec des bibliothécaires, vont nous demander des listes thématiques LGBT. Puis là, à ce moment-là, c'est comme si on allait... c'est pertinent de le savoir puis de les classer juste là-dedans. Puis, dans la dernière année, on a injecté dans le réseau public des milliers et des milliers de livres LGBT. Fait que je pense que c'est important d'aller chercher l'expertise de certaines librairies. Pour ce qui est de les laisser seulement en tablette, moi, je pense à quand j'avais 14-15 ans, puis que je voulais trouver les livres facilement dans une librairie généraliste, ça m'aidait. Oui. Ça m'aidait. Je vois ce que ça peut avoir d'intimidant aussi, pour des personnes qui sont pas out ou qui sont pas... Parce qu'aller dans une grande librairie sans en nommer, d'une part, je me rappelle que souvent la tablette LGBTQ+, était la plus basse. Ça en dit long. Fait que non seulement, comme personne qui est peut-être pas out et assumé, il faut que tu te rendes devant cette étagère, il faut que tu te penches, il faut que tu montres à tout le monde que les histoires et les enjeux LGBTQ+, t'intéressent. Fait que c'est autant pratique pour moi, je suis intéressé, je suis à l'aise à montrer que je suis intéressé par ça, fait que je vais le trouver tout de suite, mais aussi, c'est qu'il faut que je le montre à tout le monde que ça m'intéresse. Oui, mais c'est aussi, comme des conseils que les gens sont moins à l'aise de demander. Aussi, dans une librairie généraliste, c'est rare que quelqu'un va venir te demander de la littérature érotique lesbienne, Chez nous, ça arrive tous les jours, mais comme c'est différent, Fait que donc, il y a la tablette, quand même. C'est utile. Fait que c'est à double tranchant, cette réalité-là. Et on parlait d'identification, on va se le dire. Les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre, toute notre vie, on a regardé, lu des histoires d'hétéros cisgenres en grande majorité, puis on a souvent été capable de se laisser aller dans ces histoires-là. Je pense que le grand public est de plus en plus capable de le faire aussi, mais il y a quelques années encore, je me rappelle, en salon du livre, il y a des personnes qui me demandent c'est quoi l'histoire d'À cause des garçons. Fait que là, je leur en parle. Et quand elles entendent le détail comme quoi mon personnage principal est gay, elles vont déposer gentiment le livre et s'en aller. Vous pensez que le grand public est rendu où dans sa capacité à s'intéresser à nos histoires? Moi, j'ai foi en l'humanité, là. Fait que je suis remplie d'espoir. Je pense que, justement, si on regarde à la télévision, si on regarde dans la littérature générale, je trouve ça vraiment dommage. En fait, je trouve ça vraiment triste comme histoire, celle que tu racontes, que ça l'a brisé justement leur intérêt par rapport à ton livre, mais je pense qu'on est rendu à offrir d'autres narratifs, en fait, que seulement ceux dont tu parlais tantôt, de la littérature de blessures, d'intimidation et tout ça. Tu sais, c'est pertinent, il doit en avoir, mais je pense que les gens sont prêts à des livres queer, drôles,
qui parle pas juste de justement des blessures. Puis d'adversité, de difficultés. C'est ça. Fait que je pense que ça va aussi rendre la communauté plus sympathique, en fait, de les voir dans la vie de tous les jours, mais pas seulement dans des réflexions sur le genre, pas seulement des... Tu sais, fait que... de juste les faire sortir aussi des fois de cette marge, tu sais, puis dire, mais, tu sais, peu importe de quoi, tu sais, d'avoir justement des personnes bisexuelles, pansexuelles à la télé, puis que ça soit plus un big deal, en fait. Ouais, c'est ça. Chloé, qu'est-ce que tu sens du grand public? Bien, je pense qu'il y a une polarisation politique actuellement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une montée de la curiosité, puis de l'empathie, puis d'une visibilité de plusieurs enjeux, d'une part. D'autre part, il y a aussi une montée de la droite identitaire, du conservatisme, puis je pense des gens qui sont dans une fermeture vraiment, vraiment totale, patriarcale, homophobe. Donc, moi, je pense que les prochaines années seront cruciales, en fait. Je pense que je suis peut-être à l'opposé de toi. Je suis pas très positive face à ce qui va se passer, mais en même temps, il y a tout le temps des moments où je suis surprise de comment les choses peuvent bien se passer puis comment les gens peuvent être ouverts. Fait que je pense que ça va mal se passer, mais je me garde une petite porte vers l'espoir. Mais pourquoi tu as l'impression, pourquoi il y a du pessimisme face au futur à tes yeux? Ben, je veux dire, on entend bien là, tout ce qui se passe, la critique de la woke, genre tout ça, là, je veux dire, tout ce qui est diversité des enjeux sexuels, tout ça, c'est aussi dans cette grande peur, parce que c'est une peur là, dont on parle. Là. Donc, c'est aussi inclus dans tout ce qui n'est pas blanc, cisgenre. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont terrifiés parce que ça vient menacer leur propre identité, leur propre confort. Fait qu'on le voit constamment là, dans les journaux où est-ce que tout ce qui n'est pas hétéro, tout ce qui n'est pas blanc est ridiculisé. Là. Je veux dire, c'est même pas comme mis à bas, c'est ridiculisé, c'est méprisé, en fait. Donc, moi, ce mépris me fait très, très peur parce qu'il devient de plus en plus ouvert, ou de plus en plus montré. Ouais. Fait que, il y a ça, mais en même temps, puis ça répond justement à cette, à l'autre aspect dont je parlais, c'est-à-dire à cette montée de la curiosité, à cette montée d'ouverture. On y répond par cette peur. Fait qu'il y a vraiment les deux pôles qui coexistent. C'est comme deux forces en tension. Je n'ai pas la réponse de qui va gagner à ce jeu. Puis j'ai une question, puis c'est pas du tout l'envie de jouer à l'avocat du diable, parce que tout ce que tu nommes, je le vois dans les médias. Est-ce que, puis là c'est peut-être mon petit côté optimiste qui parle, est-ce que ça se peut que les médias, les chroniqueurs viennent nous mettre au visage ce genre de réaction de fermeture, mais que le grand public est plus ouvert que les chroniqueurs? Peut-être. Bien, je pense que c'est la façon dont le journalisme est fait, tout à fait, de toujours mettre en tension deux points de vue très opposés. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire vivre? Tu sais, parce qu'on s'entend que quand quelqu'un va parler d'enjeux qui sont aussi intimes que son identité, que sa façon d'être au quotidien, des personnes qu'elle aime dans la vie, puis on convoque une personne qui est complètement contre et en grande violence contre son existence, c'est pas accueillant. J'ai envie de dire pourquoi il y a des débats sur nos identités et ceux qu'on aime. Ben oui, mais je suis d'accord. Ouais, c'est juste changeons notre façon de présenter les choses. Là, ouais. Mais j'aime bien qu'on retourne à l'amour, finalement, parce que non, mais ça peut sembler naïf, mais finalement, c'est au cœur de ça. C'est de ça dont on parle. Complètement. Puis dans cette notion de où est rendu le grand public, je me demande, à Le Guillion, je suis bien conscient que vous ne demandez pas aux personnes qui vous visitent quelles sont leurs orientations sexuelles ou leurs identités, mais est-ce que vous sentez que dans la clientèle, il y a beaucoup de personnes hétérosexuelles et cisgenres qui s'intéressent à nos histoires, ou vous sentez que la clientèle est très, très queer? Non, on a vraiment une clientèle qui est très diversifiée. Là. On offre un lieu queer, un lieu féministe, des façons de travailler féministes, des sélections, mais vraiment, on a des gens de tout... Tous les horizons. De partout, là, des gens du quartier. On reste... Puis depuis 5 ans que la librairie existe, il ne se passe pas un jour où on dit... on dit pas, ben, tu sais, oui, il y a des livres pour tout le monde ici. Tu sais, comme tout le monde peut y trouver quelque chose qui va l'intéresser. Fait que c'est sûr que
l'inconfort est des fois un peu plus grand. On va pas avoir à expliquer les mêmes choses, pas faire la même façon du conseil quand quelqu'un arrive puis nous dit « Ah, as-tu tel livre? » Puis là, c'est déjà qu'est-ce que va chercher à la librairie, c'est une autrice qui connaisse, puis tout ça, que quelqu'un qui va nous dire « Ah, ben j'aimerais lire quelque chose sur les enjeux LGBT, je m'y connais pas du tout, ou mon enfant est trans, j'ai de la difficulté à comprendre. » On a beaucoup de gens qui sont référés par d'autres librairies, qui sont référés par des organismes pour venir nous voir, puis là, on a comme un travail d'intervention puis d'éducation à faire qu'on n'a pas toujours envie de faire parce que il y a beaucoup de microagressions qui viennent avec ça. Fait que on garde toujours puis beaucoup sur les enjeux raciaux aussi, beaucoup. Puis sur les questions LGBT, nous, on essaie d'avoir une approche bienveillante, mais en gardant en tête que les personnes qui ne sont pas concernées par le féminisme, qui ne sont pas concernées par les enjeux LGBT, ils sont quand même chez nous. Puis ça m'amène à demander, bien des librairies vont dire on veut occuper une place dans la communauté. Mais j'ai l'impression de l'extérieur que le Guélion a un rôle social encore plus grand, plus fort. Et je vais donner un exemple. Quand dans la presse, j'ai fait un reportage sur l'écriture inclusive, je suis allé vers le Guélion et j'ai été référé à toi, qui m'a référé à une autre personne de grande pertinence. Puis moi-même, ça a fait évoluer ma propre réflexion. Est-ce que vous sentez que votre librairie a un gros rôle social à jouer? J'espère. J'espère, puis on a beaucoup à offrir. Puis, je pense qu'on s'en fait plus proposer qu'on peut en faire, puis ça nous permet d'en refuser aussi. Mais des références, je pense que c'est important pour nous, puis on travaille avec... dans l'équipe, on a des autrices, on a des profs, on est des libraires un peu... on est tous dans le milieu, là, tout le monde est surqualifié. Mais oui, de reconnaître l'expertise des gens qui lisent, c'est important. Puis des gens qui pensent la société puis qui essaient d'en faire des espaces comme autrement. Je pense que c'est positif, en fait, qu'on ait une visibilité puis qu'on soit sollicité à intervenir dans le discours public. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait du fait que nos littératures ne sont pas uniquement publiées dans des maisons d'édition nichées. On est beaucoup plus chez les généralistes. Comment, en résumé, on peut faire le survol de où on est rendu côté maison d'édition? Est-ce qu'il y a des collections proprement queer? Est-ce qu'il y a des gros joueurs qui publient de plus en plus des titres queer? Qu'est-ce que vous observez? Je vais te laisser le plus gros bout du bâton parce que, évidemment, tu es plus spécialiste. Mais je pense que oui, en effet, les généralistes en publient de plus en plus. Mais c'est parce qu'ils voient que c'est bankable, genre, parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent. Faire des sous. Oui, puis je pense que c'est là qu'il faut être peut-être un peu précautionneux, c'est-à-dire qui bénéficie de ma voix, pourquoi en bénéficie-t-elle, comme qui à la fin de la journée fait le plus d'argent avec mon pouvoir, mon identité puis mes connaissances. Fait que, après, c'est bien correct. Là. Moi, je publie dans des maisons généralistes. Là, je dis pas de pas le faire. Je dis juste d'être vigilant. Ouais, d'être vigilante à propos de ça. Oui. Ouais. Le danger, c'est le trend. Le danger, c'est un sujet qui plaît, c'est un sujet qui crée de la curiosité. Là, on va se retrouver avec des livres qui n'ont pas d'allure, puis qui sont dans le voyeurisme dont je parlais tantôt. Mais il y a de plus en plus de collections puis de maisons d'édition féministes, queer, qui centrent aussi ce récit-là parce que dans la communauté, comme dans le milieu artistique, il y a beaucoup de personnes queer, il y a beaucoup de personnes trans, il y a beaucoup de personnes des diversités. Donc, ça vient de l'expertise qui arrive avec un espèce de renouvellement des maisons d'édition québécoises aussi. Il y a un changement de génération. Là. Si on regarde les différentes maisons qui sont à la tête, il y a de plus en plus de personnes dans la fin vingtaine, début trentaine. Donc ça a un impact. Mais la fameuse collection queer chez Triptyque,
il y a des personnes queer qui sont impliquées là-dedans. Donc, il y a certaines maisons d'édition puis collections qu'on se posera pas la question, genre, est-ce que ça va être un bon titre queer? Mais... Parce qu'on sait que les personnes en position de choisir les œuvres, d'accompagner les artistes, ont une connaissance, une sensibilité réelle. Oui, puis sinon, par exemple, chez XYZ, qui est une maison d'édition généraliste, disons, tu sais, quand ils vont, en tout cas, j'en parle parce que je les connais puis je travaille avec eux autres, mais quand ils publient des titres de personnes LGBT ou même autochtones, dernièrement avec le livre de Natacha, vont aller faire de la lecture sensible, vont débourser de l'argent pour qu'il y ait des personnes des communautés impliquées qui lisent, qui révisent. Exact, fait absolument. Ça fait toute la différence. Puis ça fait pourquoi le livre Valide de Chris Bergeron ou le Femme magnifique et dangereuse de Kai Chen-Tum sont, à mon sens, réellement des livres queer, même si publiés dans des maisons d'édition généralistes. Et ce sera le mot de la fin. J'espère que dans 5 ans, si on refait la table ronde, on aura encore plein d'autres enjeux, sujets, éléments abordés. Mais je vous remercie beaucoup, Chloé Savoie-Bernard, Sandrine Bourget-Lapointe, pour les 45 minutes de discussion. C'est très apprécié. Merci à toi. Merci à vous. Merci.